Bien évidemment, on a un petit peu plus de champ là maintenant pour analyser ce chiffre de l'emploi américain. Comment les marchés prennent-ils la chose? Quels sont les secteurs qui se dégagent le plus, qui en profitent? Enfin voilà, que nous dit la tendance à l'aune de ce chiffre de l'emploi qui semble, comme vous nous le disiez tout à l'heure, finalement satisfaire tout le monde? Oui, c'est exactement ça. Les marchés ne voulaient pas de surprise. Un chiffre trop fort aurait renforcé les probabilités d'une hausse des taux en septembre et un chiffre trop faible aurait augmenté les craintes d'une économie qui irait vers le ralentissement. Et on a eu exactement un chiffre ni trop chaud ni trop froid. C'est quelque chose de relativement satisfaisant, en tout cas à court terme pour les traders. Je dirais ce qu'il faut noter quand même, c'est toujours pas de pression au niveau des salaires. On attend une petite hausse de 0,2% sur le mois. On arrive à une hausse de 0,1%, mais ça reste quand même en hausse annuelle des salaires qui augmentent de 2,4%, ce qui n'était pas un chiffre trop négligeable. Je dirais le principal effet du chiffre de l'emploi, ça a été sur le dollar, avec un dollar qui s'affaiblit. Et quand le dollar s'affaiblit, vous avez toujours le même phénomène, puisque les matières premières et le pétrole se tradent en dollars, elles montent. Et vous avez aujourd'hui donc le secteur leader, on peut dire aux États-Unis. Il y en a deux. C'est un, l'énergie, les compagnies pétrolières, et l'autre, c'est les utilities. Pourquoi? C'est parce que les utilities sont des compagnies qui produisent l'électricité, etc., mais qui ont des hauts dividendes et que dans un environnement de taux bas, on cherche toujours à avoir du rendement. Voilà donc pour le regard macroéconomique entre guillemets et ses conséquences sur le marché. Un petit regard aussi sur le business et sur les différents secteurs, titres qui font l'actualité sur la côte américaine. D'abord, il y a cette déception sur la Falcon 9 sur SpaceX. Qu'est-ce qu'on se raconte à ce sujet à New York? Oui, c'est relativement important. Alors d'abord, voyons l'aspect financier qui est assez intéressant parce qu'en fait, la fusée qui devait lancer le satellite de Telsat, la fusée qui appartient donc à SpaceX, la compagnie de Elon Musk, n'était pas assurée. Donc c'est une perte absolument totale. Par contre, le satellite, lui, était assuré, et c'est ce que disait ce matin Eutelsat, et ce que confirmera sûrement Facebook. Ce satellite était assuré que donc la perte financière sera extrêmement limitée. Par contre, je dirais, si c'est un coup dur, à la limite, c'est un coup dur pour Facebook et Mark Zuckerberg, parce que ce satellite devait en fait permettre aux populations du nord de l'Afrique à avoir un accès à une liaison Internet grâce à ce satellite géostationnaire au-dessus de cette région. Et malheureusement, maintenant, ce satellite, évidemment, non seulement est détruit, mais c'était un satellite extrêmement compliqué qui avait mis très longtemps à être construit et qui avait coûté à Facebook 200 millions de dollars. Donc, c'est pas une nouvelle négligeable, ni au niveau financier, évidemment, mais surtout au niveau de permettre un accès Internet à un plus grand nombre de populations. Non, mais donc, vous le disiez, et Eutelsat et Facebook étaient couverts par une assurance, en tout cas. Absolument. Donc c'est toujours une source de soucis de banque. Autre moyen de transport, l'automobile avec des ventes de voitures. Alors nous, hier, c'était cocorico avec les ventes de voitures. Et chez vous, ça se passe comment? Oui, alors nous, on est plus que vous, je pense, en fin de cycle. Il ne faut pas oublier que ça fait 6 ou 7 ans que les ventes de voitures ont explosé aux États-Unis. Pour exploser, c'est qu'on était passé de moins de 10 millions d'automobiles en 2008 à 17,4 millions par année le mois dernier. Donc c'est normal qu'on arrive à un certain tassement, mais ce qu'il faut noter, et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est carrément un effondrement des ventes des voiture normale, je dirais, c'est-à-dire de la voiture que 4 portes, 4 roues, mais qui n'est pas ni un 4x4, ni un de ces énormes chars d'assaut que vous avez aux États-Unis. Alors c'est des baisses pour la voiture individuelle, entre 4 ou 5% pour un General Motors, 10% pour un Ford, et ces ventes de voitures ont été vraiment continuellement et toujours sauvées justement par ces gros véhicules 4x4, et la compagnie la mieux positionnée là-dessus aux États-Unis, le tout-terrain, c'est évidemment Fiat Chrysler grâce à la marque Jeep. Bon, donc peu de respiration, j'imagine, sur la côte au niveau des automobiles. Et puis il y a de la techno encore. Alors on va peut-être arrêter avec l'amende et les gros mots prononcés par les dirigeants d'Apple, mais en tout cas on évoque maintenant Samsung, c'est ça, et ses difficultés de batterie. C'est plus que des difficultés. Samsung a dû rappeler toutes ces Galaxy 7
plusieurs dizaines avaient explosé, ce qui est assez désagréable dans votre poche de pantalon. Par contre, surtout pour Apple, c'est une nouvelle absolument faramineuse parce que il faut savoir que dans le haut de gamme des téléphones, qui est défini par téléphones qui se vendent au-dessus de $700, il y a Samsung, il y a Apple qui font 98% du marché. Vous avez un des acteurs qui momentanément disparaît parce qu'il doit rappeler ses téléphones et résoudre un gros problème technologique, et Apple qui va lancer son nouveau téléphone le 7 septembre, le iPhone 7. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, je pense que c'est une extrêmement bonne nouvelle pour Apple et tout de suite les traders l'ont vu, et en tout cas la dernière fois que je regardais mes écrans, Apple prenait une belle avance alors qu'on aurait pu il y a quelques jours dire que Apple rencontrait des problèmes. Mais enfin là vraiment c'est le business d'Apple qui va être sûrement favorisé grâce à cette mauvaise nouvelle sur Samsung. Bon, pour rassurer les actionnaires de Samsung, on n'oublie pas de préciser quand même que Samsung produit aussi pas mal de composants pour l'iPhone y compris, que de concurrents. Ils sont aussi partenaires sur bon nombre de composants que l'on retrouve dans l'iPhone, du côté de Samsung. Du côté des détaillants, qu'est-ce qui se passe? Vous nous dites encore des victimes, c'est ça, alors que jusqu'à présent la plupart de ces noms que vous allez évoquer étaient très à la mode des top line. Oui, absolument. Alors, vous vous souvenez, on a parlé ces derniers jours d'Abercrombie & Fitch, qui depuis longtemps n'est plus à la mode. On avait encore une compagnie qui était très à la mode au niveau des vêtements de sport, et qui avait commencé surtout avec les vêtements de yoga, c'est Lululemon. Lululemon, il faut se souvenir, il y a 2 ou 3 ans, ils avaient une grosse controverse parce qu'ils ont vendu toute une gamme de pantalons de yoga qui se sont avérés transparents. Donc les femmes qui arrivaient au club de sport très rapidement se sont rendues compte qu'on voyait à travers ces pantalons, c'était plutôt désagréable. Donc il y avait eu un gros problème pour Lululemon. Ils avaient bien surmonté ça, mais Lululemon a un problème, c'est une action qui se vend très cher. Elle se vend en gros 40 fois les profits, elle est 2 fois plus chère qu'un Nike par exemple. Et quand on se vend très cher, qu'est-ce qu'on veut? On veut de la croissance, non seulement des profits qui étaient au rendez-vous, mais on veut aussi la croissance des visites dans les magasins. Et là, elles ont vraiment très très nettement baissé. On arrive tout juste à 2% de croissance des ventes à magasins comparés, ce qui est tout simplement impossible pour soutenir des multiples aussi élevés que ceux de Lululemon. Donc je ne dis pas que c'est la fin de l'engouement, mais c'est un tellement gros tassement sur la fréquentation des magasins. Ils ont aussi un peu averti sur les prochaines années que, en fait, de 40 fois les earnings, on devrait avoir ce qu'on appelle un re-rating et elle devrait rejoindre, je dis pas le purgatoire des Gap et des autres, mais en tout cas, elle devrait retrouver des niveaux de valorisation qui correspondent plus à son taux de croissance. C'est très spécifique à ce secteur-là parce que on avait quand même, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, l'habitude de louer, de mettre en avant l'extraordinaire pilotage des directeurs financiers américains qui finalement presque au fil du temps arrivaient à driver les attentes du marché et justement à ne pas susciter de déception comme ça. Vous avez absolument raison, sauf qu'il y a un secteur dans lequel les directeurs financiers sont à peu près impuissants, je dirais, c'est vraiment le secteur de la distribution. Parce que de toute façon, on ne regarde pas seulement les chiffres, on donne vraiment une très très grosse attention à la fréquentation des magasins, aux chiffres des ventes, tout simplement parce que les marges n'étant pas très très élevées, il suffit qu'il y ait une baisse des ventes ou de la fréquentation des magasins et même le meilleur directeur financier ne pourra rien y faire. Donc vous aviez un très bon argument qui s'applique autant à l'automobile qu'à l'industrie, qu'aux banques, etc. Dans le secteur de la distribution, malheureusement, c'est pas le cas. Mais pas dans le retail. Bon, on termine comme chaque jour ou presque avec un petit mot de la politique et ensuite, grâce à vous, un petit peu la campagne électorale. Donc après les 2 discours en un de Donald Trump, on revient sur Hillary Clinton et son dada des médicaments. Oui, son dada des prix qu'elle dit exagérés des médicaments. Elle a sûrement raison dans certains cas. Le problème, c'est que en parlant comme ça, elle
ne rend pas service aux investisseurs, mais ça c'est peut-être pas son souci, mais surtout elle donne pas vraiment de visibilité maintenant, je pense, pour vos fameux directeurs financiers de ces compagnies dans le secteur pharmaceutique, parce que s'ils se font attaquer tous les jours, ce qui est le cas en ce moment pendant cette campagne électorale, non seulement les investisseurs vont partir, mais eux-mêmes ne vont pas avoir beaucoup de visibilité sur le prix de leurs médicaments. Donc je pense qu'elle a trouvé un sujet populaire, populiste, on peut pas le lui reprocher, Trump en a aussi beaucoup. Malheureusement, ce sujet sur le prix des médicaments, si on exagère un tout petit peu trop, a vraiment là un effet direct sur un secteur. C'est quoi, c'est encore Mylan et les EpiPen, quoi? Voilà, mais évidemment, Mylan n'est pas la seule compagnie en cause. Et elle recommence à dire qu'ils vont adopter des mesures, qu'ils vont imposer des prix. Enfin, le mot le pire, c'est contrôle des prix. Si vous dites contrôle des prix pour les médicaments, vous aurez un effondrement total du secteur des compagnies pharmaceutiques aux États-Unis. Bon, et bien voilà ce que l'on pouvait retenir de ces premiers échanges du côté de New York et des sujets qui font parler sur les tables de marché. Grégory Volokin depuis les bureaux de Mescart Financial Services. Merci beaucoup pour ce regard encore une fois, Grégory, et bonne fin de semaine sur le marché américain. On vous retrouve bien évidemment lundi pour commenter ces marchés US. On rappelle les principales données du Dow Jones, plus 0,6%, 18 532. On a une progression. De Mescart Financial Services à New York. Les marchés ne voulaient pas de surprise. Un chiffre trop fort aurait renforcé les probabilités d'une hausse des taux en septembre, et un chiffre trop faible aurait augmenté les craintes d'une économie qui irait vers le ralentissement. Et on a eu exactement un chiffre ni trop chaud ni trop froid. C'est quelque chose de relativement satisfaisant, en tout cas à court terme pour les traders. Je dirais ce qu'il faut noter quand même, c'est toujours pas de pression au niveau des salaires. On attend une petite hausse de 0,2% sur le mois. On arrive à une hausse de 0,1%, mais ça reste quand même en hausse annuelle des salaires qui augmentent de 2,4%, ce qui n'était pas un chiffre trop négligeable. Je dirais le principal effet du chiffre de l'emploi, ça a été sur le dollar, avec un dollar qui s'affaiblit. Et quand le dollar s'affaiblit, vous avez toujours le même phénomène, puisque les matières premières et le pétrole se tradent en dollars. Elles montent, et vous avez aujourd'hui donc le secteur leader, on peut dire aux États-Unis. Il y en a deux. C'est un, l'énergie, les compagnies pétrolières, et l'autre, c'est les utilities. Pourquoi? C'est parce que les utilities sont des compagnies qui produisent l'électricité, etc., mais qui ont des hauts dividendes, et que dans un environnement de taux bas, on cherche toujours à avoir du rendement. Grégory Volokin à New York, la bourse de Paris qui a accéléré après les chiffres de l'emploi aux États-Unis, le CAC 40 qui a fini donc en hausse, on vous le rappelle, de 2,3% ce soir, l'indice qui clôture au-dessus des 4500 points, 4542 points. En pleine crise agricole, cette réunion est